Bonsoir à tous. Donc, dans cet exposé, je ne parlerai pas de vote électronique en fait, parce que j'en avais déjà parlé lors d'un séminaire en 2011. Donc, je discuterai ici plus généralement comment le model checking, la vérification et la logique peuvent aider à analyser la sécurité informatique, notamment les protocoles cryptographiques. Donc, un petit peu de contexte, la sécurité informatique, à l'heure actuelle, on l'utilise tout le temps, même sans rendre compte, puisque de nombreux actes de la vie quotidienne passent par le numérique. Donc quand on fait un paiement dans un restaurant, quand on regarde une vidéo avec un décodeur, on sert de son téléphone, d'Internet, carte vitale, vote électronique. Les enjeux de confidentialité sont nombreux et dépendent beaucoup de l'application. Il y a bien sûr la confidentialité des données, l'authentification des personnes, le respect de la vie privée, qui devient de plus en plus prégnant, et aussi des problèmes d'équité, de non-répudiation lorsqu'on déclare ses impôts, par exemple. Et donc derrière tous ces enjeux, il y a de la sécurité informatique. En fait, il y a des protocoles cryptographiques qui vont sécuriser les communications. Donc qu'est-ce que c'est qu'un protocole cryptographique? Si on revient au dictionnaire, il y a deux mots. Donc il y a protocole. Et protocole, c'est vraiment l'aspect protocolaire. Une conversation, ça commence par bonjour, ça se finit par au revoir. Donc un protocole, ça décrit un comportement pour atteindre un certain but. Donc un protocole d'échange de clés, ça va décrire comment chacun doit se comporter pour à la fin échanger une clé, si possible secrète. Et les briques qu'on va utiliser pour arriver à faire de la sécurité, ça va être la cryptographie, qui sont des techniques de codage et décodage des messages, donc notamment le chiffrement, mais aussi la signature numérique, les fonctions de hachage et de nombreuses autres, toute une panoplie de techniques cryptographiques. Donc des exemples classiques, standards, que vous utilisez tous les jours de protocoles, c'est le S du HTTPS. Donc quand vous vous connectez sur Internet et que vous payez le petit cadenas qui apparaît, c'est vous passez de HTTP à HTTPS pour Secure HTTP. Et derrière, c'est le protocole TLS, Transport Security Layer, qui existe depuis 1994, qui a de très nombreuses implémentations. Suivant le navigateur que vous utilisez, ce n'est pas la même implémentation, des implémentations ouvertes, des implémentations propriétaires. Et régulièrement dans les journaux, vous entendez des annonces de bugs, d'attaques, avec des corrections chaque année, et je pourrais même dire chaque mois, voire chaque semaine, sur les différentes implémentations. Donc pour donner quelques exemples qui ont fait la une des journaux, il y a eu le fameux Heartbleed, qui était dû à un dépassement de mémoire. Il était possible d'aller lire plus loin que prévu dans la mémoire et d'accéder à des données potentiellement confidentielles comme les clés de chiffrement. Ou le fameux aussi GoToFail de Apple, qui avait une implémentation qui oubliait malheureusement de vérifier certaines signatures. Et donc on pouvait éviter de vérifier certains certificats dans cette implémentation. Et pour donner, comme je vous disais qu'il y a des attaques chaque année, chaque mois, pour donner une attaque vraiment très récente qui a été menée à bien par Kartik Bhargavan de l'équipe INRIA Prosecco, et avec de nombreux collaborateurs, dont Gilles Barthes à Madrid. Donc c'est l'attaque Freak qui a eu lieu il y a moins d'un mois, où, alors en fait, TLS, ce n'est pas un protocole, c'est une famille de protocoles. Vous commencez par négocier quel chiffrement vous voulez utiliser, quel mode d'authentification, etc. Et ils se sont aperçus qu'il était possible de faire revivre un ancien mode de chiffrement qui ne devrait plus exister, qui d'ailleurs avait été imposé par la NSA il y a plus de 20 ans. Et donc, juste retour des choses, et ils ont réussi à se faire passer pour la NSA, donc faire un site au nom de la NSA avec un certificat valide au nom de la NSA, alors que c'était eux qui détenaient le site. Et en fait, il y a 10% des sites sur Internet qui sont sujets à leur attaque, donc de très nombreux sites. Donc ils peuvent se faire passer pour 10% des sites sur Internet, ce qui permet de faire des attaques plus vilaine que juste faire apparaître seulement un message d'erreur sur un faux site de la NSA. Alors, dans la première partie de mon exposé, avant d'expliquer vraiment comment est-ce qu'on fait pour modéliser, et Gérard a bien insisté sur d'ailleurs la difficulté qu'il y a à modéliser, à traduire en formule mathématique un problème concret, donc avant de parler de cette modélisation et après des techniques d'analyse, je vais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que notre attaquant, et donc comment connaître contre qui on lutte. Et à la fin, a priori, vous serez encore plus paranoïaque qu'au début. Donc d'abord, que peut faire un attaquant? Bien sûr, le réseau est public. Donc Internet, ce n'est pas très difficile d'intercepter des communications. Et alors sur des réseaux sans fil Wi-Fi, c'est encore plus facile, GSM aussi. Donc les messages, bien sûr, peuvent être lus.
D'autre part, l'attaquant connaît le système. Du moins, il faut faire l'hypothèse qu'il connaît le système. C'est un vieux principe de sécurité dont Kerckhoff parlait il y a plus de 100 ans, dans un traité de cryptographie militaire. Il disait « Il faut que le système de chiffrement n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. » Donc c'est quelque chose qui a été assez oublié pendant longtemps dans l'industrie, où on pensait qu'en n'expliquant pas comment le système fonctionne, alors il n'y aurait pas d'attaque. Ça, c'est une très mauvaise idée, parce qu'on finit toujours par savoir comment le système fonctionne, soit à force d'essais, soit en corrompant un employé, soit tout simplement un employé qui s'en va et qui dit comment ça fonctionne. Donc, on finit toujours par savoir comment le système fonctionne, et il faut que même si on sait comment le système fonctionne, il est robuste. C'est tout à fait faisable. TLS, c'est un système, c'est un protocole public, tout le monde sait comment il fonctionne. Il y en a des implémentations publiques, malgré ça, il faut qu'il soit sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait avec un tel attaquant? Donc, je vais commencer par un petit exemple. Je vais juste me baser sur du chiffrement symétrique. Donc, le chiffrement symétrique, de façon un peu générale, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ça prend en entrée un texte clair, ici bonjour, une clé de chiffrement K, et ça rend un texte chiffré. Donc, à partir du chiffré, on ne peut pas déchiffrer, sauf si on a la clé. Et quand le chiffrement est symétrique, on chiffre et on déchiffre avec la même clé pour obtenir le texte en clair. Donc, dans tout mon exposé, je noterai le chiffré avec les accolades. Et donc, bonjour chiffré par la clé K, ça donne bonjour entre accolades indice K. Donc, on va supposer ici que le chiffrement est commutatif, c'est-à-dire que si je chiffre avec K1 puis K2, c'est la même chose que je chiffre avec K2 puis K1. D'accord ? Le chiffrement commute. Donc, avec un tel chiffrement, comment est-ce que je peux échanger un secret ? Donc, mettons ici qu'Alice souhaite envoyer à Bob son code secret 3443. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va générer de façon aléatoire une nouvelle clé secrète, fraîche, qu'on va appeler K-Alice. Donc, elle a la clé d'Alice. Elle va chiffrer son code secret avec sa clé. Donc, bien sûr, Bob ne peut rien faire avec puisqu'il ne connaît pas la clé. Donc, que va faire Bob? Il va faire la même chose. Il va générer sa propre clé fraîche. Il va rechiffrer. Donc, là, maintenant, c'est chiffré 2 fois avec des clés fraîches. Il n'y a absolument personne qui peut déchiffrer ça. Mais ce que peut faire Alice, comme le chiffrement est commutatif, c'est qu'elle peut déchiffrer le message qu'elle a reçu, puisque son code secret, chiffré par Alice, puis par Bob, c'est la même chose que chiffré par Bob, puis par Alice. Donc elle peut déchiffrer le message qu'elle a reçu, et elle renvoie à Bob son code secret qui n'est plus chiffré que par la clé de Bob. Donc là, Bob est content, puisqu'il peut déchiffrer son message et il obtient le code secret d'Alice. Donc en fait, c'est un très mauvais protocole. Surtout pas faire ça. Donc pourquoi c'est un très mauvais protocole? Parce qu'il y a une attaque qui repose pourtant pas sur... On ne casse rien, on ne casse pas les clés, on ne casse pas le chiffrement. C'est une attaque logique qui vient du fait que lorsque Alice reçoit le message de Bob ici, donc son message chiffré par sa clé, puis rechiffré par la clé de Bob, elle n'a aucun moyen de savoir que ça vient bien de Bob. Aucun moyen de savoir que ça a été chiffré par Bob. Donc, il n'y a pas d'authentification. Et s'il y a un intrus, donc un méchant qui arrive, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut intercepter le premier message d'Alice, donc le code secret chiffré par Alice. Au lieu de le laisser aller à Bob, il va mettre lui-même son propre chiffrement avec une clé d'intrus. Il va renvoyer ça à Alice en disant voilà, ça a été rechiffré par Bob. Bob n'a aucun moyen de faire la différence entre un chiffrement de Bob et un chiffrement de l'attaquant. Donc Alice déchiffre, renvoie le message qui devient le code secret chiffré plus qu'avec la clé de l'attaquant. Il y a une attaque. C'est exactement ce type d'attaque qu'on cherche à détecter avec des modèles, avec de la logique. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un attaquant plus... J'ai un petit peu triché, parce que j'ai rendu l'attaquant plus puissant que ce que je vous ai expliqué. Ici, l'attaquant, il est actif. D'accord ? Donc, il voit les messages, il connaît le système, et en plus, il peut intercepter les messages, il peut en construire, en envoyer des nouveaux, et il peut prendre part au protocole. Donc, vraiment, notre hypothèse de base, à chaque fois, c'est un attaquant qui connaît le système, qui est actif, qui se place au milieu des communications. Potentiellement, il peut tout intercepter. Mais en fait, on peut faire pire. Parce que, est-ce que votre ordinateur est sûr? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas un petit virus? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas de bug? Bon, ça, vous êtes sûr qu'il y en a. D'accord. Il peut y avoir des chevaux de Troie. Ça, c'est au pluriel, en général, il n'y en a qu'un. Il peut y avoir un cheval de Troie. Donc, il n'est pas clair que votre ordinateur est sûr. Donc, il se peut très bien que votre attaquant, en fait, il soit aussi sur vos ordinateurs.
Alors là, ça devient difficile, parce qu'on veut rendre les communications sûres, même si on ne fait pas confiance à ce qui se passe sur votre ordinateur. Donc ça devient quand même difficile. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Ça dépend bien sûr des applications. C'est les applications extrêmement sensibles sur lesquelles on ne voudra pas faire l'hypothèse que votre ordinateur est sûr, parce que malheureusement, il ne l'est pas forcément. Donc dans ce cas, on va utiliser ce qui s'appelle des dispositifs de sécurité. Ça se peut se présenter comme des clés USB, comme des cartes à puce, ou alors des composants qui sont dans votre téléphone ou sur votre ordinateur. C'est des composants qui vont stocker des clés, qui ont une puce qui permet de faire des calculs. Donc c'est un tout petit ordinateur qui peut faire du chiffrement, des signatures, etc. Puis c'est connecté bien sûr à une machine haute, votre ordinateur ou un serveur. Et donc entre les deux, il y a une API, une interface de sécurité qui permet que ça cause, qui permet que vous puissiez utiliser votre dispositif de sécurité avec votre ordinateur. Et cette interface, ça doit être vraiment le gardien qui doit s'assurer que même si l'ordinateur est corrompu, les secrets restent bien stockés dans le dispositif de sécurité. Donc un exemple de comment ça fonctionne, le principe de fonctionnement, qui est un extrait du standard PKCS 11 qui est très utilisé dans le monde bancaire notamment. Ça va être que si vous avez besoin de générer des clés, votre ordinateur va demander à votre dispositif de sécurité « génère-moi une clé ». Donc, génère-moi une clé, le dispositif il va générer une clé, K1, il ne va surtout pas la donner, elle est secrète, il la stocke, et il va donner l'adresse mémoire de cette clé. Donc il va dire « voilà, j'ai créé une clé, je ne te la donne pas, mais si tu as besoin d'en parler, ce sera N1. » Donc j'ai stocké K1 dans ma case N1, donc si tu as besoin de me parler de cette clé-là, elle s'appelle N1. Si on veut générer une deuxième clé, on génère K2, donc le dispositif de sécurité génère K2 et dit « je l'ai stocké dans la case mémoire N2, si tu as besoin d'en parler, tu utilises N2. » Et la machine haute, maintenant, si elle veut effectuer un chiffrement, elle ne va pas dire chiffre K1 avec K2, puisqu'elle n'a pas les clés. Par contre, elle va pouvoir dire au dispositif de sécurité emballe N1 avec N2. Et là, le dispositif va à l'intérieur chiffrer avec K1 avec K2. Et parce que c'est chiffré, cette fois, il va laisser sortir la donnée parce qu'elle est chiffrée. Et donc la machine haute va voir la donnée K1 chiffrée avec K2 et va pouvoir la transmettre à d'autres. Donc voilà l'idée. Donc, toutes les manipulations, normalement, assurent que les clés ne sortent jamais en clair. Donc, malheureusement, ça ne marche pas. Donc là, il y a un autre collègue, Graham Steele, toujours dans l'équipe Prosecco de l'INRIA, qui, avec d'autres collègues, notamment italiens, ont acheté une vingtaine de clés du commerce et, avec des outils de model checking, ont trouvé des attaques sur une grande majorité de ces clés. Et en fait, les quelques-uns où ils n'ont pas trouvé d'attaque, ce n'est pas parce que c'était sûr. Si, il n'y a pas d'attaques qui ont été trouvées, mais surtout parce que c'est des clés qui implémentaient très peu de fonctionnalités. Donc, en fait, elles n'étaient pas capables de faire tout ce que faisaient les autres. Donc, la conclusion, c'est qu'un grand nombre de clés sont sujets en fait, à des attaques à nouveau logiques, avec une bonne combinaison d'une dizaine de commandes qui finissent par faire sortir les clés. Donc, si je récapitule, on a un attaquant potentiellement très puissant, puisqu'il contrôle à la fois le réseau, voire même vos ordinateurs. Bien sûr, il peut voir et il connaît le système. Faut-il s'attendre à pire? Eh bien oui, on peut. Donc, en particulier, une classe d'attaque qui maintenant arrive assez souvent, c'est les attaques par canaux cachés, dont vous avez peut-être entendu parler. Et pour expliquer les attaques par canaux cachés, je vais donner un exemple simple, qui est l'exponentiation rapide. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer 7 puissance 42 ? Alors, réponse de l'école, pour faire 7 puissance 42, je fais 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, 42 fois, 42 multiplications. D'accord. Bon. On peut aussi remarquer que 42, ça s'écrit 10101 en binaire, c'est-à-dire que 42, c'est 32 de puissance 5, plus 8 de puissance 3, plus 2. D'accord ? Ça, c'est pratique. Parce que du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir calculer les carrés successifs de 7. Donc 7, 7 au carré, 7 puissance 4, 7 puissance 8, 7 puissance 16, 7 puissance 32. Du coup, pour calculer, ça me fait 5 carrés à faire. Et après, pour calculer 7 puissance 42, il suffit que je sélectionne les puissances dont j'ai besoin. Donc pour calculer 7 puissance 42, il suffit que je fasse 7 puissance 32 fois 7 puissance 8 fois 7. D'accord ? Ce qui fait que j'ai fait uniquement 7 carrés et 2 multiplications. Ça fait moins.
Mettons maintenant que je fasse du chiffrement RSA. Donc RSA, c'est plus 42, c'est un peu plus sérieux. La clé, elle fait environ 2048 bits. D'accord, donc la clé, c'est à peu près 2 puissance 2048. C'est un premier en général, donc ce n'est pas 2 puissance 2048, mais c'est à peu près de cette taille-là. Donc il faut vous représenter un chiffre un nombre d'environ 617 chiffres. C'est grand. D'accord, donc vous n'allez pas faire 2 puissance 2048 multiplications pour calculer. Donc si vous avez à calculer, donc RSA, c'est m puissance k. Il faut calculer m puissance k, où k est la clé. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire 2 puissance 2048 opérations. Ce n'est pas possible. Par contre, si vous faites de l'exponentiation rapide, avec ce qu'on vient de voir, il y a 2048 carrés à faire et au plus 2048 multiplications. Ça, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc en fait, c'est encore plus optimisé que ça en général, mais ça repose sur ce genre de... Enfin, bien sûr qu'on ne fait pas de l'exponentiation, on fait de l'exponentiation rapide, voire encore plus rapide. Alors le problème, c'est qu'un carré à faire, c'est plus efficace qu'une multiplication. Alors intuitivement, on multiplie x avec x, donc on peut faire plus d'optimisation que quand on multiplie x avec y. D'accord, donc un carré, ça va mieux à faire qu'une multiplication. Donc si par exemple on a accès à la consommation de courant d'un processeur, on va pouvoir lire s'il fait un carré ou une multiplication. S'il consomme plus, s'il y a un pic, hop, c'est une multiplication. S'il y a un carré, il y a un peu moins de consommation. Donc on va pouvoir lire les 0 et les 1, parce que donc si j'ai un 1 dans ma clé, je dois faire un carré et une multiplication. S'il y a un 0 dans la clé, je ne fais qu'une multiplication. Donc je vais pouvoir lire les bits de ma clé 1 à 1 en regardant la consommation de courant, parce que mon programme se comporte différemment à chaque fois, suivant qu'il y ait des 1 ou des 0 dans la clé. Alors là, évidemment, ce serait sur une implémentation naïve où il n'y a que ça qui tourne, mais l'idée, c'est qu'on apprend de l'information, et qu'avec suffisamment d'expérience, on finit par apprendre beaucoup d'informations sur la clé, et on finit en testant. Donc des sources de canaux cachés, il y en a énormément. Donc il y a bien sûr la mesure de consommation de courant. C'est difficile sur un ordinateur, c'est pas dur sur une carte à puce. Sur une carte à puce, la carte à puce, elle ne fait pas grand-chose que chiffrer ce qu'on lui a demandé de chiffrer. Vous mesurez assez bien la consommation de courant. Donc il y a des endroits où c'est très facile de mesurer le courant. Il y a aussi toutes les mesures en temps d'exécution. Est-ce que ça met longtemps ou pas longtemps à répondre ? Ne serait-ce que sur une exponentiation rapide, on peut mesurer s'il y a beaucoup de 1 dans la clé ou pas beaucoup de 1, puisqu'il faut plus de multiplication ou moins. Il y a tout ce qui est aussi attaque par canaux cachés dû aux longueurs de message. Le chiffrement ne cache pas la longueur du message chiffré. Si vous chiffrez une vidéo de plusieurs gigas, on voit toujours que ça fait plusieurs gigas. Ça fait plus que si vous chiffrez un petit message. Donc la longueur des messages peut potentiellement donner de l'information. Il y a aussi, il y a vraiment des tas d'attaques par canaux cachés. Donc le rayonnement magnétique, par exemple, le processeur émet des rayonnements qu'on peut mesurer, qu'on peut utiliser pour des attaques par canaux cachés. Il peut y avoir le bruit des composants, voire le bruit de l'imprimante. Pour les vieilles imprimantes à aiguilles, il y a des collègues, cette fois en Allemagne, qui ont montré que rien qu'en écoutant le bruit d'une imprimante, on peut savoir ce qu'elle imprime. Donc des attaques par canaux cachés, il y en a énormément. Et donc maintenant qu'on a vu que l'attaquant peut être très puissant et très inventif, l'affichage est curieux. La question, c'est comment est-ce qu'on fait rentrer cet attaquant qui a plein de pouvoir et plein d'inventivité en un modèle mathématique avec des formules. Alors le point de départ, c'est que les messages, on va les représenter par des termes. Donc c'est une structure de données qu'on n'a pas vue encore, je pense, que Gérard ne vous a pas présenté encore dans ce cours. Les termes, si vous ne connaissez pas, c'est des graphes étiquetés. Et l'idée, c'est qu'on va oublier que les messages, c'est des suites de bits, que derrière, c'est du chiffrement RSA ou ce genre de choses. On va juste se souvenir de la structure du message. Donc, par exemple, pour représenter le message où on a la paire A, donc une identité A concaténée avec un nombre aléatoire NA, le tout chiffré par une clé K, on va juste se souvenir de la structure du message, donc sous la forme d'un terme ou d'un graphe, avec la racine, on sait que c'est un chiffrement, qui a 2 fils, la clé bien sûr, et aussi quoi ? La concaténation, qui a 2 fils, l'identité et le nombre aléatoire. Donc la structure des messages, c'est les termes. Ensuite, pour représenter l'attaquant, ça se fait très bien à l'aide de formules logiques. Donc on va se donner un prédicat, I, et on dira que l'attaquant connaît X, ça va se noter I de X. Et donc le chiffrement, on va dire assez naturellement que si l'attaquant connaît X, si l'attaquant connaît Y, il connaît X chiffré avec Y.
c'est naturel. Et inversement, si l'attaquant connaît X chiffré avec Y, s'il connaît la clé Y et que c'est du chiffrement symétrique, il peut déduire X. On peut mettre d'autres formules. Donc pour la concaténation, par exemple, si l'attaquant connaît X, qui connaît Y, il connaît la concaténation de X avec Y. Donc tout ça, c'est des formules logiques. S'il connaît la concaténation, il connaît la X, il connaît Y par projection. Suivant l'attaquant qu'on considère, on peut mettre plus de formules, moins de formules. Ensuite, le protocole, on va pouvoir faire pareil. Donc souvenez-vous du protocole que j'ai présenté en début d'exposé sur Alice et Bob qui s'échangent un secret à l'aide d'un chiffrement symétrique commutatif. Eh bien, donc le premier message d'Alice, c'est le secret chiffré par la clé d'Alice. Donc on va dire l'attaquant connaît le message secret chiffré par la clé d'Alice. Plus intéressant, ce que fait Bob. Bob, son travail dans son protocole, c'est je reçois un message, je le chiffre avec ma clé. Il ne sait pas ce qu'il reçoit. Donc c'est très pratique, on va prendre une variable et on va dire, donc, puisque l'attaquant, le Bob, dès qu'il reçoit quelque chose, il le chiffre. C'est une règle très intéressante pour l'attaquant, parce que l'attaquant, ça veut dire que dès qu'il connaît X, un message quelconque, il va pouvoir connaître X chiffré par la clé de Bob. Ben oui, c'est facile, dès qu'il connaît quelque chose, il l'envoie à Bob, Bob va chiffrer avec sa clé. Et d'autre part, dernière règle, Alice, elle déchiffre. Elle reçoit un message, elle pense que ça vient de Bob, mais elle n'en sait rien. Donc, quel que soit le message qu'elle reçoit, elle le déchiffre, elle le renvoie. Donc l'attaquant, dès qu'il connaît X chiffré avec K, il connaît X, il lui suffit de l'envoyer à Alice. Donc déjà là, rien que de l'avoir mis sous forme logique, vous voyez peut-être une attaque encore plus courte que tout à l'heure, d'accord, qui est que, comme l'attaquant connaît le secret chiffré par la clé d'Alice, et qu'on vient de dire que dès que l'attaquant connaît X n'importe quoi, chiffré avec la clé d'Alice, il connaît X, en particulier, si l'attaquant il connaît le secret chiffré par la clé d'Alice, il connaît le secret. Oui, parce que mon protocole, il est tellement simple que si le premier message d'Alice, on le renvoie directement à Alice, d'accord, donc on ne s'embête pas, on envoie directement le message d'Alice à Alice. Alice, son protocole, c'est je reçois un message, je le déchiffre. Donc elle va recevoir son propre message, elle va le déchiffrer et le renvoyer en clair. Bon, après, ça dépend de l'implémentation, il peut y avoir des tests, peut-être qu'elle n'est pas aussi stupide. Mais si la description est « je déchiffre », a priori, Alice renvoie son message en clair. Donc, on a modélisé l'attaquant par une série de formules, on a modélisé le protocole par une autre série de formules. Il reste à dire comment est-ce qu'on exprime que ce protocole est sûr. Donc ici, on s'intéresse à une propriété de secret, être sûr que le secret reste secret. Et donc pour dire que mon protocole est sûr, je vais simplement rajouter la clause « l'attaquant ne doit pas connaître le secret ». Et maintenant, savoir si mon protocole est sûr, ça va revenir à est-ce que ma grosse famille de formules n'a pas de contradiction. Parce qu'évidemment, s'il y a une attaque, il a le secret, donc il y a une contradiction. Et inversement, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'attaque. Donc on revient à j'ai un gros tas de formules logiques et je veux savoir si c'est cohérent. Alors ça, savoir si un ensemble de formules est cohérent, c'est un vieux problème, donc qui remonte en particulier au programme de Hilbert, où on voulait, on voulait essayer d'axiomatiser toutes les mathématiques, et on se demandait si il était possible de dériver logiquement, donc juste en faisant des dérivations logiques, si GA implique B, GB, en faisant est-ce qu'avec des dérivations logiques, on peut calculer, par exemple, s'il y a une contradiction dans mon ensemble de formules. Et ça, c'est un problème auquel a répondu Alan Turing et aussi Alonso dans les années 36. C'est qu'en fait, c'est impossible. C'est impossible de décider mécaniquement si un ensemble de formules contient une contradiction ou pas. C'est ce qu'on appelle être indécidable. Et d'ailleurs, tout ça, c'était sans ordinateur. Alors, si on revient à nos moutons, donc je voulais savoir si cet ensemble de formules est cohérent. Ce n'est pas décidable. Enfin, c'est dommage. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Parce qu'a priori, la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Donc, effectivement, en sécurité, on est toujours confronté à ça. À chaque fois, les problèmes intéressants les problèmes qui nous intéressent, à chaque fois, ça tombe dans des catégories indécidables. Il n'y a pas d'algorithme. On ne peut quand même pas s'arrêter là. Et donc, une technique classique, c'est d'utiliser de la résolution de clauses.
Donc l'idée, c'est qu'on va ajouter des conséquences logiques. Dans notre paquet de formules logiques, on va ajouter des conséquences jusqu'à trouver une contradiction. Donc il faut une méthode qu'on va appeler stratégie, qui est correcte. Donc le minimum, c'est que les formules qu'on ajoute sont bien des conséquences logiques des précédentes. Il faut qu'elles soient complètes, c'est-à-dire on ne va pas vouloir tout ajouter, parce que donc ici, on a, par rapport au cours de Gérard, c'est du model checking, mais infini. Le nombre d'états explorés, il est infini. Donc on ne va vraiment pas pouvoir, c'est même pas calculatoire, on ne va vraiment pas pouvoir tout explorer. Et donc la stratégie va veiller à ne pas tout ajouter. Ma stratégie de résolution, ça va être je vais ajouter les conséquences logiques, mais pas toutes, sinon ça en ferait trop. Donc j'en ajoute moins, mais il faut que ce soit complet, à savoir que quand même, s'il y a une contradiction, je finis par la trouver. Donc il y a une stratégie correcte très simple, c'est j'ajoute rien. Là, ça c'est correct, mais s'il y a une contradiction, je ne vais pas la trouver. Donc il faut que ma stratégie elle soit correcte, complète, et si possible qu'elle finisse en un nombre fini d'étapes, et dans ce cas, j'ai un fragment décidable. Donc je vais ajouter, donc voilà, l'idée c'est j'ajoute jusqu'à ce que je trouve peut-être une contradiction. Et il y a un outil très important pour l'analyse de protocoles, qui est ProVerif, qui est basé sur une technique de résolution correcte et complète. Ça s'attaque à un fragment indécidable, donc la stratégie ne termine pas forcément. Mais en pratique, elle se révèle très efficace pour analyser les protocoles. Elle se révèle très efficace pour analyser les protocoles pour toutes ses propriétés d'accessibilité. Est-ce que mon secret peut être connu de l'attaquant ? Elle est moins efficace, et du moins de toute façon on ne peut pas utiliser exactement ces techniques-là pour tout ce qui est propriété d'anonymat ou de vie privée. Donc il y a des propriétés où ce que je veux savoir, ce n'est pas si l'attaquant a accès à un secret, mais plutôt si l'attaquant est capable de faire la différence entre deux scénarios. Par exemple, dans le cas du passeport biométrique, vous ne voulez pas, parce que vous avez un passeport biométrique, qu'on sache où vous êtes ou qu'on puisse vous tracer. Donc là, la question, ce n'est pas tant est-ce que l'attaquant connaît votre identité, parce qu'il la connaît. Voilà, vous avez un nom, un prénom, ce sont des données relativement publiques. La question, c'est vraiment est-ce que je peux faire la différence entre Alice qui passe ou Bob qui passe ? Est-ce que l'attaquant peut savoir faire la différence quand c'est Alice ou quand c'est Bob ? Alice et Bob, il connaît. Il veut juste, est-ce qu'il peut faire la différence ? On a le même genre de problème pour le vote électronique. Est-ce que mon vote est secret ? Intuitivement, c'est ça qu'on dit. Je veux que mon vote reste secret. C'est une question mal posée, puisque la valeur de mon vote, en tout cas, elle ne va pas être secrète. Si je vote oui, si je vote non, la valeur, elle est publique. D'accord ? Oui et non, l'attaquant, il connaît. Ce qui est secret, c'est si c'est moi qui vote oui ou si c'est moi qui vote non, et on va en général l'exprimer comme l'attaquant, il ne doit pas faire la différence si moi je vote oui ou si moi je vote non. Donc, dans tous ces cas-là, on a besoin de notions d'indistinguabilité ou d'équivalence, ce qui est exactement la notion dont a parlé Gérard Berry dans son cours juste avant. Donc ces notions d'équivalence remontent à loin, justement à l'époque où l'exemple type était la machine à café. Et on voulait savoir si cette machine à café se comportait comme sa spécification. Et donc le problème n'était pas tant de savoir si c'était le même programme, de toute façon ce n'était pas le même programme, mais vraiment si d'un point de vue comportement, la vraie machine à café et sa spécification se comportaient de la même façon. Et donc pour définir ce type de propriété, il y avait notamment le calcul CCS ou le pi-calcul introduit par Milner dans les années 80, où il y avait ces notions de communication et de concurrence. Les communications peuvent avoir lieu de façon concurrente. Les actions étaient atomiques, exactement dans le cours de Gérard tout à l'heure. On envoyait juste café, thé, dollar ou euro. Voilà, les actions étaient atomiques. Et il y avait une notion d'équivalence observationnelle. Est-ce que les deux systèmes, on va considérer que les deux systèmes sont... On veut savoir si les deux systèmes sont identiques du point de vue d'un utilisateur, d'un point de vue expérience utilisateur. Et pour s'intéresser au protocole, le fait qu'il y ait des actions atomiques, c'est trop limité. On a vu tout à l'heure que la structure de messages qui nous intéresse pour représenter les messages, ce n'est pas des atomes, ce n'est pas assez riche, c'est des termes, quelque chose où on se souvient de la structure. Donc pour ça, il y a Martin Abadi et Cédric Fournet qui, dans les années 2000, ont introduit une extension du pi-calcul qui s'appelle le pi-calcul appliqué, qui ressemble vraiment énormément au pi-calcul, sauf que maintenant, les actions, ce ne sont plus des choses atomiques, ce sont des termes. Ce qu'on s'envoie, ce qu'on s'échange, ce sont des termes. Donc tout ce qui est notion d'équivalence va ressembler beaucoup à ce qu'a présenté Gérard Berry dans son cours précédemment. Donc ça tombe très bien. Ce qui change, c'est la notion sur les termes.
Et donc justement, comment est-ce qu'on définit ne serait-ce que l'équivalence ça veut dire quoi pour deux termes d'être équivalent du point de vue de l'attaquant? Donc mettons que l'attaquant il observe ou bien Alice ou bien Bob, et il veut savoir s'il interagit avec Alice ou avec Bob. L'équivalence statique, qu'on appelle statique parce que c'est juste sur les messages, définit est-ce que l'attaquant peut voir la différence quand il joue avec Alice, quand il joue avec Bob. Donc mettons sur un exemple, mettons que l'attaquant observe le chiffrement de A par la clé K, il voit aussi passer la clé K, et dans l'autre cas, il voit le chiffrement de Bob avec la clé K, et il voit aussi passer la clé K. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces deux suites de messages? Oui, bien sûr, puisqu'il peut déchiffrer le premier message avec le deuxième. Dans le premier cas, il voit Alice, et dans l'autre cas, c'est Bob. Donc oui, il voit la différence. Il voit la différence parce qu'il est capable de mettre au point un test qui distingue les deux scénarios. Donc l'équivalence statique, c'est exactement ça, c'est des séquences de messages sont indistinguables du point de vue de l'attaquant si l'attaquant ne peut pas faire de test qui les distingue. Et après, on va se poser exactement le même type de problème que sur le pi-calcul, mais avec cette notion d'équivalence sur les messages. Donc on a l'équivalence observationnelle, on a l'équivalence de trace aussi. On va dire que deux processus qui vont modéliser deux protocoles sont en équivalence si, quelle que soit la séquence d'action qu'on a pour P, il peut y avoir une séquence d'action identique pour Q, telle que les messages observés sont équivalents du point de vue de l'attaquant. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour avoir des algorithmes qui décident l'équivalence de messages, de protocoles? Donc c'est un sujet assez récent, donc autant l'accessibilité s'est fait depuis maintenant 30 ans, l'équivalence ça fait plutôt 10 ans. Il commence à y avoir des premiers outils, mais pour réussir déjà à faire quelque chose, la première hypothèse souvent c'est de borner le nombre d'exécutions. C'est-à-dire vous allez, au lieu de regarder le protocole exécuter un nombre arbitraire de fois, on va se concentrer sur un nombre fixé d'exécutions, une fois, deux fois, trois fois, et voir si on trouve des attaques. Donc les outils qui existent, c'est par exemple apt et Akis développés par Vincent Cheval et Steve Kramer, ou SPEC développé par des Australiens, qui permettent de regarder un nombre borné d'exécution. Et donc tout à l'heure, je parlais d'un attaquant actif et qui mesure le temps et la longueur. Quand on fait des notions d'équivalence, c'est important de donner à l'attaquant plus de pouvoir parce que ce qu'on a vu, c'est que grâce à des mesures de temps ou de longueur, ça peut l'aider à voir la différence entre deux scénarios. Et donc il y a certains outils, notamment apt, qui permettent d'avoir un attaquant actif et qui mesure le temps et la longueur et qui peut distinguer, qui peut décider l'équivalence de protocoles. Alors ça, c'est pour un nombre borné d'exécution. Et un nombre borné d'exécution, c'est bien, mais si vous ne trouvez pas d'attaque pour une ou deux exécutions, vous savez très bien que TLS, ce n'est pas exécuté une ou deux fois, c'est exécuté des millions de fois chaque jour. Donc on aimerait bien avoir une preuve pour un nombre quelconque d'exécution du protocole. Donc là, c'est vraiment très dur. C'est dur pour l'accessibilité, c'est encore plus dur pour l'équivalence. Et il y a des très récents algorithmes de décision qui viennent d'être obtenus et qui vont être prolongés, je pense, à l'occasion de la thèse de Rémi Chrétien. Donc on commence tout juste à avoir des algorithmes pour décider l'équivalence pour un nombre arbitraire de sessions. Et il y a toujours cet outil ProVerif, dont j'avais parlé au début, qui fait un petit peu d'équivalence, mais uniquement pour des processus qui ont une structure de données très proche. Et la terminaison n'est pas garantie. Elle n'était déjà pas garantie pour les propriétés d'accessibilité. Elle n'est vraiment pas garantie pour l'équivalence. En pratique, ça marche moins bien. Donc qu'est-ce qu'on obtient avec ce type d'approche? Eh bien, on peut trouver des nouvelles attaques, par exemple sur le passeport, donc dans le vote, mais ici j'ai choisi un exemple sur le passeport biométrique. Donc le passeport biométrique, il a différents protocoles pour vous permettre de vous authentifier. Mais bien sûr, les données sont chiffrées de manière à ce qu'un attaquant ne puisse pas savoir qui vous êtes. Et ceci dit, à l'aide de ces techniques, on a pu trouver une nouvelle attaque qui permet de tracer un utilisateur en fonction en fait, de la taille et de la structure des données qui sont échangées, sans même déchiffrer quoi que ce soit. Et c'est dû au fait que les données qui sont échangées sont de taille très variable. Une image JPEG, en fonction de la compression de la photo, c'est très très variable. Et en fait, ça identifie assez bien les personnes. Donc bien sûr, ça pourrait être corrigé si on remplissait les techniques de remplissage pour avoir des tailles de données fixes. Et alors, un dernier modèle dont je souhaitais parler, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas son attaquant?
Parce que ce qu'on a vu jusque-là, c'est l'attaquant, il peut être quand même très inventif. Donc, il peut chiffrer, déchiffrer, il contrôle les communications, éventuellement même il est sur les ordinateurs. De temps en temps, il peut mesurer le temps et la longueur. Qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas trop? Donc là, c'est une approche qui est développée par Gergely Bana et Hubert Komonun, qui est dans la salle. Et l'idée, c'est, dans le pire des cas, on a un attaquant tout puissant qui peut tout faire. Donc là, c'est embêtant. Donc là, c'est facile. Est-ce qu'il y a une attaque? Oui, il devine les clés. Bon. Un peu au milieu, il y a un attaquant raisonnable. D'ailleurs, c'est flou, parce que raisonnable, c'est flou. C'est flou, je dirais. Qu'est-ce qui est raisonnable? Ça dépend du scénario, de l'argent. Est-ce que l'attaquant, c'est ma petite sœur? Est-ce que l'attaquant, c'est la NSA? Ce n'est pas le même attaquant raisonnable. L'attaquant logique, symbolique, lui, il est au milieu. Il est dedans. D'accord? L'attaquant logique que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est sûr qu'il est raisonnable. D'accord? Si j'ai X, si j'ai Y, je peux chiffrer. Oui, tout attaquant raisonnable va savoir chiffrer. Peut-être pas ma petite sœur, mais sinon, oui. Tout attaquant raisonnable, si on lui donne la clé, il peut déchiffrer. Donc l'attaquant logique, il capturait un sous-ensemble de tout ce qui était raisonnable. Et donc l'approche de Gergely Bana et Hubert Komonun, c'est de dire, on change d'idée, maintenant, tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Donc si on ne fait pas d'hypothèse, tout est autorisé. Bon, ça fait beaucoup. Alors on va ajouter un axiome, on va dire non, ça, ce n'est pas permis. Éventuellement, on va ajouter d'autres. Petit à petit, on va grignoter, on va dire tout ce qui n'est pas raisonnable. Et puis si, avec mes 4 axiomes, j'arrive à prouver que mon protocole est sûr, c'est-à-dire qu'avec cet attaquant qui surapproxime un attaquant raisonnable, je n'ai pas d'attaque, donc je suis très contente. Et même je suis sûre qu'il n'y a pas d'attaque. J'ai pu identifier les quelques hypothèses dont j'ai besoin pour établir la sécurité de mon protocole. Donc à quoi ressemblent ces axiomes? Donc pour ça, on va se donner... le prédicat de base, c'est phi triangle M, qui veut dire... est-ce que l'attaquant peut calculer M à partir de phi? Et donc là, ce n'est pas avec la logique, je ne vais pas vous dire comment il attaque. A priori, je ne vais pas vous dire comment il le calcule. A priori, l'attaquant, il peut tout calculer à partir de phi. Il peut calculer n'importe quel M à partir de n'importe quel phi, sauf que je vais lui dire ce qu'il ne peut pas faire. Donc un axiome, par exemple, assez évident, c'est pas de télépathie. Si la clé K n'apparaît même pas dans les messages, l'attaquant ne peut pas la deviner. Donc ça, c'est très raisonnable. Si l'attaquant n'a pas vu une clé, du tout, même pas chiffré, a priori, il ne va pas la deviner. Non, il ne l'a pas vue. Donc ça, c'est axiome raisonnable qu'on peut très souvent mettre. Après, ça va dépendre de ce qu'on suppose sur les primitives. Par exemple, si on a un chiffrement suffisamment fort, normalement, le chiffrement d'un message M n'apprend rien sur M, puisque c'est chiffré. Donc ça, on peut le mettre dans un axiome. On va dire que si l'attaquant il arrive à déduire M à partir d'un ensemble de messages phi et du chiffré de M, c'est qu'il pouvait déjà, il pouvait déjà construire M avant, puisque le chiffré ne doit rien apprendre. Et bien sûr, sauf s'il a déjà vu passer la clé secrète. Donc ça, ce n'est pas toujours vrai, cet axiome. Ça dépend. Si votre chiffrement n'est pas bon, l'axiome est faux. Par contre, si vous avez un chiffrement suffisamment fort, donc par exemple un de CCA, cet axiome est vrai et vous pouvez l'ajouter dans votre modèle. Après, il y a des axiomes qui peuvent venir de l'implémentation. Donc pareil, ça dépend, l'implémentation, ça dépend. Mais par exemple, peut-être que vous savez que grâce à l'implémentation vous assure qu'il n'est pas possible de confondre une clé avec la concaténation de deux choses. Donc ça dépend beaucoup. Si la concaténation, c'est juste je juxtapose les suites de bits, confondre une clé avec la concaténation de deux choses, c'est tout à fait possible. Par contre, s'il y a une structure donnée un petit peu plus riche qui indique ou couper, a priori, vous ne pourrez pas confondre une clé avec une concaténation. Donc vous pouvez ajouter l'axiome. Si l'implémentation vous l'assure, vous pouvez ajouter l'axiome que l'attaquant ne peut pas confondre la paire AK avec la clé K'. Donc on a comme ça un certain nombre d'axiomes. Et maintenant, pour savoir si le protocole est sûr, le problème de la sûreté du protocole, c'est plus que le modèle soit cohérent, mais incohérent. Si le modèle est cohérent, c'est qu'il y a une attaque. C'est qu'il y a une façon d'interpréter les prédicats tels que l'attaquant arrive à l'attaque. Alors ça peut être soit il y a une attaque, soit juste vous ne lui avez pas interdit assez de choses. Donc vous avez peut-être rajouté un axiome pour lui dire non, ça non. Donc on rajoute un axiome. Et par contre, s'il n'y a pas de modèle, alors donc il n'y a pas d'attaque, le protocole est sûr, avec juste les hypothèses qui ont été listées. Donc c'est une approche où il y a un premier outil qui permet d'automatiser pour certains axiomes, et c'est un travail qui a été réalisé lors de la thèse de Guillaume Seri, qui vient tout juste de terminer. Et donc pour conclure, je vais donner plusieurs pistes qui sont encore très chaudes. Donc effectivement, comme l'avait dit Gérard, je ne vous ai pas parlé de vote électronique, mais c'est un sujet qui me tient à cœur.
Et donc le vote électronique, c'est un sujet passionnant parce que non seulement, évidemment, il y a un impact sociétal important et une éducation importante à faire auprès même des députés, mais d'un point de vue, donc, c'est un sujet intéressant par les enjeux, mais aussi très intéressant scientifiquement, parce que les propriétés donc, de sécurité s'expriment souvent à l'aide d'équivalence, ce qu'on ne sait encore pas très bien faire, donc ça met au défi les outils actuels. Les primitifs qui sont utilisés ne sont pas standards, ce n'est pas le chiffrement standard, etc., ou la signature standard, ça va être du chiffrement, mais homomorphe, donc il ne va pas être parfait, il va avoir justement des propriétés qu'on ne suppose pas d'habitude. On va utiliser des primitifs tels que les preuves à divulgation nulle de connaissances. Donc on va avoir ça demande à être modélisé et c'est pareil, ça sort de ce qu'on savait faire au niveau des outils. On a des primitifs non standards qu'il faut modéliser, qu'il faut savoir se traiter d'un point de vue théorique. On a aussi un modèle d'attaquant différent, parce que par exemple quand on fait du paiement, en général on est prêt à faire confiance à la banque, de toute façon, sinon tant pis pour elle. Ou tant pis pour les consommateurs en fait, mais bon. Dans le vote électronique, on aimerait avoir confiance en le résultat, même si on ne fait pas confiance en les autorités. D'accord ? C'est encore mieux. Enfin, d'habitude, le vote à l'urne papier, on a confiance dans le résultat, même si on ne fait pas confiance en les autorités. Donc, c'est un modèle d'attaquant différent qu'il faut refléter et traiter. Comme je disais tout à l'heure aussi, typiquement sur le vote à l'urne, on n'a pas forcément envie de faire confiance à son ordinateur, parce qu'il est possible qu'on ait attrapé des petits virus. Donc on peut utiliser les dispositifs de sécurité dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être coûteux. Donc on peut aussi avoir envie d'inventer d'autres systèmes moins coûteux pour ne pas avoir quand même à faire confiance à son ordinateur. Donc ça, c'est un premier exemple de sujet de recherche très actif dans le domaine. Un autre exemple, c'est le raffinement que Gérard a rapidement évoqué dans son cours précédemment et remis au goût du jour de la sécurité. Donc le raffinement, ça vient assez vite. Par exemple, la question, c'est quoi un bon canal sûr ? Quand quelqu'un conçoit un protocole, souvent il dit ça va être échangé avec un canal sûr, par exemple TLS. Ah, par exemple TLS, d'accord. Donc c'est sûr, si j'utilise TLS, c'est bon. Si j'utilise un autre protocole censé faire du canal sûr, c'est bon. Je peux utiliser ce que je veux. D'ailleurs, c'est quoi un canal sûr ? En fait, on a des définitions pour c'est quoi un protocole qui change bien des clés. On n'a pas de définition de c'est quoi un bon canal sûr. Pareil pour un canal authentifié. Quand quelqu'un conçoit un protocole, il peut vouloir dire bon, cette donnée-là, je suppose qu'elle a été échangée de façon authentifiée par des moyens standards. Ah, signature, HMAC, autre chose, un protocole d'authentification, peu importe. Celui qui conçoit le protocole, il s'en moque, il veut juste que ce soit authentifié. Mais c'est quoi un bon protocole d'authentification ? Est-ce que je peux réellement utiliser n'importe quel protocole d'authentification qui existe, le combiner avec celui qui a été fabriqué, et ça va marcher ? En fait, non. D'accord ? Si je fais ça, si je peux faire un très bon protocole d'authentification, un très bon protocole qui utilise un canal authentifié, tel que les deux ensemble tombent complètement. Et donc, plus généralement, le raffinement sûr, c'est je vais avoir analysé mon protocole P en faisant une certaine hypothèse, un canal sûr, un canal authentifié, je vais prouver qu'il est sûr. Ensuite, je veux prendre un autre protocole Q qui réalise mon hypothèse. Et déjà, protocole Q qui réalise mon hypothèse, on ne sait pas forcément bien le définir. Et ce qu'on voudrait, c'est que P qui utilise Q à l'intérieur reste sûr, bien sûr. Et c'est crucial pour pouvoir faire cette conception modulaire qui est faite de toute façon. Je conçois mon protocole brique par brique et après j'assemble mes briques de façon sûre. Un autre sujet très actif que j'ai déjà mentionné, c'est les attaques, c'est la protection, c'est les attaques par canaux cachés, donc aussi bien concevoir des protections que analyser, trouver s'il y a des attaques par canaux cachés. Donc ça demande d'être plus proche de l'implémentation, puisque les attaques par canaux cachés dépendent beaucoup de l'implémentation. L'idée générale, c'est par exemple d'avoir des algorithmes en temps constant. Quelle que soit la clé, ça met toujours exactement le même temps. C'est un peu le minimum à demander, puisque si le temps d'exécution dépend du secret, déjà on a donné de l'information. Les autres conseils de base, c'est pas de branchement sur des valeurs secrètes. Il ne doit pas y avoir si ma clé vaut 0, alors, si ma clé vaut 1, alors. C'est exactement le problème de l'exponentiation rapide. Si ma clé valait 0, je faisais juste une exponentiation. Si ma clé valait 1, je faisais une exponentiation et une multiplication. Très mauvais. Donc là, souvent, c'est
c'est tout le domaine de information flow, aller détecter s'il y a des flots d'informations, étant donné un programme, est-ce qu'il y a des fuites d'informations. C'est vraiment un problème très très dur parce que même une fois qu'on s'est donné un programme, mettons en Java, qu'on l'a analysé, que par bonheur on ait démontré qu'il n'y a pas de canaux cachés, en fait le problème c'est qu'on se bat contre le compilateur et le processeur. Parce que nous on essaye, celui qui veut se prémunir contre les attaques par canaux cachés, il veut un truc qui fasse le plus constant possible, quitte à faire des faux calculs, etc. Sauf que le compilateur, il fait le contraire, il essaye d'optimiser. Vous faites une boucle qui ne sert à rien, il va l'enlever. Le processeur, il va essayer de prédire. Il va essayer de deviner si il va faire 2 calculs au lieu d'un, et puis bon, on va voir soit il s'est planté, soit s'il n'est pas planté. Donc en fait, c'est une lutte entre celui qui conçoit le protocole et après le compilateur et le processeur qui, eux, essayent d'optimiser au maximum le code. Donc c'est vraiment difficile. Et donc enfin, toujours pour analyser les protocoles, on a besoin de modèles plus précis que les modèles symboliques purs tels que je vous ai présentés. Donc il y a des modèles qui existent, dits cryptographiques, avec des preuves, et on commence à apporter des preuves logiques. Donc souvent, par exemple, CryptoVerif, mais aussi EasyCrypt. EasyCrypt, l'idée c'est de faire un peu des preuves en coq de primitives crypto. Donc comme on avait vu la semaine dernière dans le cours de Gérard Berry. Donc cette fois, c'est coq utilisé pour des preuves à un niveau cryptographique. Et on a besoin, comme je vous le disais, d'étudier les implémentations, pas juste pour les canaux cachés, mais même pour les protocoles en général. Et il y a par exemple le langage de programmation F-Star, développé à Microsoft, notamment par Cédric Fournet, qui permet de faire du programme annoté, qu'on va pouvoir utiliser, compiler, etc., et en même temps prouver. Donc voilà, donc s'il y a une chose à retenir, c'est que les protocoles sont vraiment difficiles à concevoir, même quand ils sont tout petits, et donc il ne faut pas les faire soi-même. Et ils sont tout aussi difficiles à analyser. Il y a des protocoles qui ont mis des années avant d'être prouvés faux. Mais c'est un domaine très intéressant pour appliquer toutes les techniques d'informatique théorique, de logique et de vérification. Et on a déjà quand même des outils efficaces pour un certain nombre de protocoles. Donc notamment les outils ProVerif dont j'ai déjà beaucoup parlé, et aussi Avispa et Citer, qui sont deux autres outils importants que je ne pouvais pas ne pas citer, et d'autres que je ne cite pas, sinon je ne pourrais pas être exhaustive. Et pour terminer, je ne vais pas la commenter, mais il y aura en ligne toute une bibliographie qui font référence donc il y en a plusieurs pages qui seront en ligne, qui font référence aux différents travaux que j'ai pu mentionner. Merci.